Dans cette nouvelle affaire, nous allons constater que certains individus vivent dans l'abondance quelle qu'en soit la nature. Famille, argent, amis, paix intérieure et avec les autres. Ils disposent de tout pour mener la plus agréable des existences. En termes un peu plus grossiers, des gens pétés de thunes, qui ont très bien réussi leur vie les fourbes. Mais même ces gens-là ne sont pas exemptés de l'injustice de ce monde. T'as beau être le plus riche, le plus à l'aise financièrement, personne ne sera jamais vraiment protégé des horreurs de ce monde. Ce que je vais dire fait peur, mais si quelqu'un veut ta mort, il finira par tuer. Ouais, il finira par te tuer. Si je vous dis tout ça, c'est qu'on est en plein dedans avec cette histoire. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire particulièrement horrible. Je vais vous demander de rester bien attentif car il y a beaucoup de détails. Vous allez voir, dans cette affaire c'est tellement dingue qu'on se croirait dans un putain de film. Mais avant ça, plus que jamais mes amis, je vais vous demander de détruire cette barre de like pour soutenir cette chaîne. Je vais vous demander de la détruire comme si votre vie en dépendait. Vous savez quoi, je sais qu'il y en a qui ne like pas. Donc aujourd'hui, je vais être méchant. Ouais, bande de fourbes, je vais être très méchant. Je ne suis pas une personne qui souhaite le malheur. Mais celui qui ne like pas cette vidéo se verra vivre des choses plutôt sinistres en 2023. Je n'en dirai pas plus, mais si j'étais vous, je ne prendrais pas ce risque. T'es vraiment un salaud, Mogo. T'es en train de quasiment obliger ta communauté à mettre un like, espèce de vendu. Que voulez-vous, mes amis? Bienvenue dans ce monde corrompu. Dans cette jungle où malheureusement le plus faible se fait bouffer. Bienvenue sur YouTube. Je suis vraiment un putain de terre avec mes intros. Faut que j'arrête. Mais cette histoire en vaut la peine, donc si je vous dis de liker, c'est pas pour rien. Donc likez cette vidéo, vivons heureux et n'oubliez pas de prendre un maximum de bouffe pour cette affaire. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Amarjit Chauhan est né le 5 mars 1957 au Pendjab en Inde de parents inconnus. Au début des années 80, il décide de quitter son pays natal pour émigrer vers la Grande-Bretagne. À ce moment-là, il a alors aux alentours des 30 ans. On ne sait que peu de choses sur son enfance ainsi que sa vie en tant que jeune homme. À cette époque, l'Inde était plongée en plein conflit religieux, entre émeutes, famine et massacres. Il n'y a a priori aucun document qui mentionne les raisons pour lesquelles Amarjit a quitté le pays. Mais la violence ainsi que la sécurité très présente là-bas pourraient potentiellement être ses motifs. Amarjit est un homme grand, mat de peau, avec des cheveux épais de couleur noire, avec une moustache. Si son enfance s'est déroulée dans des conditions relativement précaires, ce n'est pas du tout le cas de sa vie d'adulte. Cet immigré indien est un homme doté d'une grande intelligence et il avait le sens des affaires. Dès 1996, il possède déjà une grande entreprise commerciale fructueuse qu'il va gérer d'une main avisée. Il se marie une première fois, fonde une famille, mais Amarjit tombe dans le piège de la cupidité. Il décide de s'exiler fiscalement pour empocher un peu plus. Mais très vite, il se fait attraper par la justice. Il est condamné pour cet acte illégal à 3 ans de prison, mais n'en fera que la moitié. À sa sortie, il se fait une promesse, devenir meilleur, ne pas reproduire quoi que ce soit qui puisse le mettre lui ou sa famille dans une position inconfortable. Malheureusement, son couple n'aura pas tenu ces dernières années. Mais très croyant, Amarjit décide de ne pas divorcer. Il opte pour la bigamie et continuera de subvenir à tous les besoins financiers de sa famille. En 2000, il rencontre finalement celle qui deviendra sa moitié, une certaine Nancy qui a aussi des origines indiennes. En l'espace de 3 ans, ils se marient et ils ont 2 enfants, Davinder et Ravinder Chauhan. C'est aussi durant cette période qu'Amarjit décide de se relancer dans les affaires. Avec l'aide de sa femme, ils vont fonder une société, CIBA Freight Service UK. Il s'agit d'une entreprise d'importation de fruits exotiques venant de pays étrangers. Son entreprise, stratégiquement proche de l'aéroport, est en plein essor et la demande devient rapidement plus que conséquente. C'est simple, en 3 ans, le chiffre d'affaires de son entreprise atteint presque 5 millions de livres sterling par an. Amarjit a réussi son projet et il est maintenant millionnaire. Suite à ça, il décide d'investir dans l'immobilier et il va acquérir quelques propriétés à un prix très élevé.
Avec sa famille, il s'installe dans une modeste maison de classe moyenne au 35 Sutton Hall dans la banlieue ouest de Londres. Celui qui a fait 18 mois de prison a développé un rapport avec l'argent que l'on pourrait qualifier de sage. Régulièrement habillé en pull t-shirt ou chemise avec un pantalon simple, Amarjit n'est pas le millionnaire ni le patron auquel on peut s'attendre. Tous les matins pour se rendre à ses entrepôts, il conduit sa petite Ford Escort bleue légèrement cabossée. Il est plutôt très apprécié et respecté par ses employés, qui ne l'appellent pas par Monsieur Chauhan, ils vont plutôt l'appeler par son prénom ou lui donner des surnoms. Ils le décrivent comme étant un père de famille accompli, épanoui, patient et qui a souvent des attentions pour eux. Par exemple, il les invite de temps à autre à déjeuner. Si des erreurs sont faites dans le travail, il ne donne non pas une deuxième chance, mais des dizaines de chances. C'est un patron très humain, très humble. La prison lui avait manifestement enseigné le pardon. Franchement, je trouve ça super beau ce genre de personne. Demain, j'ai un patron comme ça, je vous jure que je vais avec le sourire tous les jours au travail. Rien de mieux que de se sentir bien quand tu vas bosser et bien entouré. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais pour certains de ses employés, sa façon de diriger sa société est très détendue, presque insouciante. En fait, il la dirige plutôt comme une espèce de grande famille. De l'extérieur, Amarjit n'a pas forcément l'allure ni l'attitude d'un grand PDG. Mais c'est pourtant bien lui, l'homme immigré parti de rien, devenu aujourd'hui riche patron à la tête d'une société plus que florissante. Au vu de sa fortune et de son statut, l'humilité d'Amarjit Chauhan est un trait remarquable et très apprécié par les gens qui le côtoient. C'est un homme doté d'une grande vertu, dont les valeurs et les principes sont inspirants pour nombre de personnes qui l'entourent. Au cours de l'année 2002, un homme se présente à l'entrepôt. Il s'agit d'un certain Kenneth Reagan. C'est un homme d'environ 53 ans, pâle, l'air sérieux, aux cheveux mi-blonds, mi-grisonnants. Il est chauffeur-livreur de métier, mais aussi un homme d'affaires à ses heures perdues. Il cherche du travail et Amarjit le reçoit pour un entretien. Le courant passe assez bien entre les deux hommes. Le patron de la CIBA Freight découvre un individu à la personnalité entreprenante. Un individu qui cherche toujours à placer la barre plus haut et à chercher des opportunités. Et quand on regarde bien, c'était un peu comme lui d'ailleurs. Cependant, Kenneth Reagan ne dispose pas d'un passé qui pourrait jouer en sa faveur. Sur son CV, il y a un trou d'environ 4 années. Kenneth ne s'en cache pas. Durant cette période, il a été en prison. Mais le chauffeur-livreur ex-prisonnier ne raconte pas nécessairement les détails de son incarcération à son futur patron potentiel. Il ne lui raconte pas qu'il y a à peine un an, son nom n'était même pas Reagan, mais Avery. C'était un livreur, mais pas de fruits, non. Il transportait une marchandise beaucoup plus lucrative, de l'héroïne. À la fin des années 90, Kenneth Avery vivait alors comme un prince. Il s'habillait avec des vêtements sur mesure et offrait à ses proches des montres de luxe. Il avait souvent des mallettes de grosses coupures dans le coffre de sa Mercedes hors de prix. Il était si riche que ses amis lui avaient donné le nom de Capitaine Cash. Et tout ça, ça en disait long sur le personnage. Mais sa vie de pacha allait bientôt prendre fin. Lassé par le trafic, la police prit d'importantes initiatives dans le but de faire tomber certains gros bonnets. En 1998, dans le cadre de l'opération Bromley, Kenneth Avery se fit interpeller lors d'un contrôle de possession de 30 kilos d'héroïne. En tentant de s'échapper de sa voiture, il renverse une policière, lui causant de graves blessures corporelles. Sa peine initiale fut fixée à pas moins de 20 ans. Mais plus qu'un détenu, Kenneth était une véritable source d'informations potentielles pour la police britannique. Le trafic et l'argent lui avaient ouvert de nombreuses portes. Il avait fait la rencontre de beaucoup de dealers et de membres de gangs. La police va alors passer un accord avec lui, des noms en échange d'une liberté plus rapidement retrouvée. Et là, il accepta. Il dira à la police tout ce qu'elle voulait savoir. En récompense de 20 ans, sa peine fut réduite à 8 ans. Mais au final, avec les remises de peine, il ne va purger que la moitié, 4 ans. Il s'en sortait plutôt bien, sauf qu'à sa sortie, son nom Avery était fiché. Des tas de personnes voulaient sa tête. Alors pragmatique, l'ancien Captain Cash décida tout simplement de se cacher loin des problèmes, puis de changer de nom. Dorénavant, il serait Kenneth Reagan, un chauffeur-livreur inconnu à la recherche d'un emploi. Lorsqu'il arrive chez CIBA Freight avec sa Peugeot 206 d'occasion, la justice a confisqué tous ses biens gagnés avec de l'argent sale. Les poches vides, il est carrément retourné chez son père âgé dans un petit bungalow de Forge Close, un lotissement en forme de L dans le Wiltshire. Pour lui, la perte de son ancien mode de vie était assez difficile à avaler. Dans sa tête, depuis sa sortie de prison, il n'a alors qu'une seule idée. Trouver une opportunité en or pour se faire énormément d'argent et ce le plus rapidement possible. Quand Amarjit regarde Kenneth,
il voit une sorte de reflet de lui-même. Un homme presque le même âge, habillé simplement comme lui, et surtout ayant commis des erreurs par le passé qui l'ont emmené en prison. Tout comme lui à l'époque, encore une fois. Il décide de lui laisser sa chance et de l'embaucher. En plus, Kenneth lui a assuré que la prison s'était terminée. Il voulait simplement filer droit. Quelques mois passent, en janvier 2003, les deux hommes entretiennent désormais une relation de confiance. Kenneth travaille correctement et avec ses connaissances d'homme d'affaires, il va prendre des initiatives. Il va essayer d'organiser un accord pour faire construire un restaurant sur un terrain vide proche de l'entreprise. Un terrain vide que son patron aurait pu acheter pour une somme intéressante. Si seulement il avait réussi, cet investissement aurait pu être profitable pour lui et à Margit. Mais la démarche va échouer et ça va contrarier Kenneth qui se voyait déjà s'en mettre plein les poches. Mais entreprenant, il ne s'arrête pas là. Un matin, il demande à parler à Margit. Il a une proposition à lui faire, une offre très sérieuse qui pourrait l'intéresser. Kenneth lui explique qu'il avait fait la connaissance d'hommes d'affaires néerlandais par l'intermédiaire d'une amie de longue date, Belinda Brewin. L'entreprise d'Amargit les intéresse et ils sentent le gros potentiel de celle-ci. Avec l'accord du patron, ils se seraient disposés à l'acheter pour la modique somme de 3 millions de livres sterling. Rappelez-vous, Amargit est un homme plutôt sage, très humble dans sa vie quotidienne. D'ailleurs, avec tout son argent, il pourrait cesser de travailler et se consacrer uniquement à sa femme et ses enfants. Mais il a un hobby. Et avec sa famille, c'est la seule chose qui puisse le faire vibrer d'excitation et mettre tous ses sens en ébullition. Les affaires, les opportunités, ainsi que les occasions inédites. Bref, de nouvelles aventures lucratives. Et là, il est question d'une somme très conséquente. C'est une proposition qui mérite bien le temps de la réflexion. Et tu m'étonnes, 2 millions de livres, ça fait réfléchir. Amargit s'accorde donc quelques jours pour réfléchir. Pendant ce temps, Kenneth contacte son amie Belinda Brewin. Cette femme, il l'avait rencontrée dans un bar de Londres en 1997. Il s'était plu. Kenneth était tombé très amoureux d'elle, lui vouant une certaine passion à sens unique. Il se mit à la couvrir de cadeaux avec son argent issu de la vente d'héroïne. Lorsqu'il est enfin sorti de prison, il a tout de suite essayé de la contacter. Il savait qu'elle habitait dans une ferme dans le Devon, à 3 heures de Londres. Il savait qu'elle avait beaucoup de frais, notamment avec sa maison hypothéquée et pour l'école de ses enfants. Mais Belinda ne semble pas intéressée par ces messages. Alors Kenneth décida d'attendre quelques mois, le temps de se reconstruire une situation dans l'entreprise d'Amargit. Puis un jour, Belinda reçoit un nouveau message de Kenneth. Il lui propose un travail avec un gros salaire à la clé. 72 000 livres, l'équivalent de plus de 80 000 euros pour débuter. Elle trouve cela étrange, mais cet argent serait vraiment le bienvenu. En même temps, une telle somme, ça donne envie. Qui refuserait un tel salaire? C'est juste dingue. Mais ça se voyait que ça cachait quelque chose de bizarre, quelque chose de très sombre. Suite à ça, elle accepte de l'appeler pour en parler. Au téléphone, Kenneth lui fait une annonce inattendue. Il lui explique qu'il recherche un directeur général pour gérer une entreprise. Belinda lui répond qu'elle n'a pas les compétences pour ce boulot, mais l'ex-détenu insiste. Il lui propose de passer chez elle pour discuter de tout ça de vive voix. Comme ça, ils pourront étudier le contrat qu'il avait établi. Belinda est très sceptique. Cette proposition semble avoir un très grand intérêt pour Kenneth, qui est prêt à parcourir 3 heures de route pour lui en parler en profondeur. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il va lui proposer alors qu'elle n'a pourtant aucune expérience dans ce domaine. Mais curieuse d'en savoir plus, elle décide néanmoins de le voir. Une fois là-bas, Kenneth Reagan découvre de ses yeux l'endroit isolé où Belinda a décidé de refaire sa vie, au milieu des chevaux et des pâturages. Il constate le grand espace dont elle dispose. Un grand champ pour faire galoper ses chevaux qu'elle aime tant. Alors qu'elle pensait qu'il irait directement au but de sa visite, Kenneth prend le temps de visiter les lieux. Tout en marchant dans la boue présente un peu partout, il commente. « Je ne pourrais pas vivre ici, c'est tellement dégoûtant. Moi, je pourrais rendre cet endroit si agréable pour toi. Par exemple, ici, je pourrais construire un joli mur. Là, abattre quelques arbres. Et là, je mettrai un portail électrique. Et puis tu sais ce qu'il te faut, Belinda ? Une fosse de drainage, pour la pluie et la fosse septique. » Belinda n'est pas vraiment enchantée par ces propositions qu'elle trouve déplacées. Elle aime sa maison et son terrain, elle n'a pas du tout besoin de changement. À quoi serviraient toutes ces constructions qu'elle jugeait inutiles ? Une fosse de drainage et des travaux conséquents, alors que ça fait plusieurs années qu'elle vit sans tout ça. Au bout de moins d'1 heure, Kenneth finit par prendre sa voiture et s'en aller. Il a réussi à convaincre Belinda d'occuper le fameux poste, mais finalement, il avait l'air presque plus concentré sur son terrain que sur le motif qu'il avait fait venir depuis Londres. Quelques semaines passent, durant laquelle le patron de Seabar Freight, Amargit Chohan et sa femme Nancy
sont en pleine réflexion au sujet de la proposition rapportée par Kenneth. Puis une décision est prise. Le 13 février au matin, il irait rencontrer les investisseurs. Le jour J, le directeur passe en coup de vent à l'entrepôt. Juste avant de partir, il échange quelques mots avec l'un de ses employés. « Je vais aller conclure un accord. Je vais vendre l'entreprise. Je te tiendrai au courant de la suite des événements. » Il n'était pas rare de voir Amarjit quitter l'entrepôt pour aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Il participait souvent à des réunions ou à rechercher de nouvelles opportunités commerciales, comme le veut son passe-temps favori. Il prit sa vieille Ford pour se rendre au lieu fixé du rendez-vous, Stonehenge, à 150 km de là. Durant son trajet d'1 h 30, on peut s'imaginer ce qu'Amarjit avait dans la tête. Peut-être songeait-il à sa Nancy, à leurs enfants et au bon dîner qu'ils partageraient ce soir pour fêter ce gros contrat. Peut-être qu'il était très excité de sa rencontre avec les Néerlandais, ou bien relativement anxieux. Ou peut-être écoutait-il simplement de la musique, en ne pensant à rien de particulier, profitant du magnifique paysage qu'offrent les zones rurales britanniques. Toujours est-il que ce matin, en quittant son foyer, il pensait déjà qu'il serait rapidement de retour avec des choses à raconter. Jamais il n'aurait pensé que c'était la dernière fois qu'il embrasserait sa femme, qu'il ne verrait plus jamais ses enfants. Parce qu'au bout de son chemin, à Stonehenge, ce n'est pas un rendez-vous d'affaires qui attend Amarjit Chauhan, c'est une embuscade. Arrivé sur place, il se rend à une adresse précise, dans une rue peu fréquentée, près d'une petite place. Une camionnette blanche avec des inscriptions s'approche de lui. C'est manifestement un véhicule de location. Une fois assez près, deux hommes en sortent et sautent sur Amarjit. Ils vont le maintenir et lui plaquer un chiffon imbibé de GHB sur le visage. Pour quelqu'un de très pieux, qui ne s'est jamais drogué et qui ne boit même pas ne serait-ce qu'un verre de vin pour les occasions, l'effet est quasiment instantané. Amarjit s'effondre. Les deux hommes le portent et le jettent à l'arrière de la camionnette. Amarjit est désormais à la merci de ses ravisseurs, qui sont au nombre de 3. Il l'attache aux pieds et aux mains, puis roule sur quelques kilomètres pour s'enfoncer dans la campagne. À un moment, ils ralentissent et tournent pour pénétrer dans un lotissement en forme de L. Sur un carré de pelouse à l'entrée, un petit panneau bleu porte une inscription en lettres blanches. Forge close, c'était la maison du père de Kenneth. Les ravisseurs entraînent Amarjit dans un des petits bungalows, à l'abri des regards indiscrets. Ils le placent dans le salon. Amarjit est toujours assommé par la drogue, mais il finit par se réveiller. Il a du mal à respirer, et pour cause, on lui a disposé de l'adhésif tout autour de la tête, y compris sur le nez et une partie de ses yeux. Malgré ça, il arrive à distinguer certaines choses autour de lui. L'un de ses ravisseurs se place face à lui. Amarjit le reconnaît tout de suite, il n'en revient pas. C'était son nouvel employé, Kenneth. Amarjit essaie de se débattre, mais en vain. Il ne peut rien faire, ni bouger, ni parler, juste observer. Ses idées ne sont pas claires. Kenneth attrape une pile de feuilles qu'il dispose devant son ex-patron. Elles sont vierges, mais pas totalement. Au bas de chacune des pages figure le logo de l'entreprise, CIBA Freight Service UK. Kenneth place alors un stylo dans les mains liées d'Amarjit Chauhan. Il lui demande de signer sur tous les feuillets. Malgré son esprit embrumé, le père de famille comprend. Kenneth va pouvoir inscrire ce qu'il veut sur ses feuillets. Et si sa signature y figure avec le logo de l'entreprise, ces documents seront rendus légitimes et officiels. C'est alors qu'Amarjit refuse de signer. Furieux, Kenneth Reagan entre dans une colère noire et il se met à le rouer de coups. Il va le battre sans aucune pitié, avec une grande violence. Il dévoile son vrai visage, celui d'un homme cruel, sadique, dénué de toute empathie ou compassion. La soif d'argent, de retrouver sa vie d'avant la prison, devenait une véritable obsession vitale pour lui. Il ferait tout pour obtenir ce dont il avait besoin. Pour se sentir exister, il ferait tout pour redevenir Captain Cash. 2 jours durant, Amarjit Chauhan sera drogué, frappé, mis KO par ses agresseurs qui devront le réanimer à plusieurs reprises. Un véritable calvaire, mais le père de famille tiendra le coup. Il avait beaucoup de courage et de force mentale. Il refusera catégoriquement toute signature qui signifierait la cessation officielle de son entreprise. C'était son bébé, à laquelle il avait consacré tant d'années de travail. La perte de tout l'argent qu'elle générerait pourrait également mettre sa famille dans une situation délicate. Il le savait. Malgré son corps qui saignait, malgré une mort potentielle à l'horizon, Amarjit était têtu. Il avait la tête dure et il résistait. Sans cette signature, il ne pouvait rien faire. Il ne tuerait pas, du moins pas tout de suite. Kenneth Reagan change alors de stratégie. Si Amarjit Chauhan ne semble pas craindre sa propre souffrance, alors ce seront d'autres qui souffriront à sa place. Sa famille. Lorsqu'Amarjit comprend ce qu'il prévoit de faire, tout se bouscule dans sa tête. Après une réflexion rendue difficile par le GHB, il décide finalement de signer. Les signatures sont enfin faites,
et le plan de Kenneth Reagan se déroule comme il l'espérait. À partir de cet instant, il est le nouveau patron qui pèse plusieurs millions de livres sterling. Mais il y a encore du pain sur la planche. Il va devoir imaginer un mensonge à raconter aux employés de l'usine qui étaient proches de leur ancien chef. Plus important encore, Nancy Chowan. En plus d'être la femme d'Amarjit, elle est la co-directrice de l'entreprise. Si elle apprend que son mari s'est retiré sans explication, elle donnera l'alerte. Et ça, Kenneth Reagan ne le permettra pas. D'ailleurs, personne hormis ses deux associés malfaiteurs ne devra être au courant de la façon dont il est devenu le nouveau possesseur de l'entreprise. C'est ainsi que Kenneth Reagan, dans son infinie cupidité destructrice, décide d'ôter la vie d'Amarjit Chowan. Il avait seulement 45 ans. Après ce meurtre, il se met en route avec l'un de ses associés, William Hornsey, vers le 35 Sutton Hall, au domicile des Chowan. Je fais une petite parenthèse ici, pour vous dire à quel point c'est triste. Je vous l'avais dit qu'on serait dans un putain de film. Et malheureusement, cette histoire nous confirme que l'être humain est si mauvais. Amarjit a tout donné pour réussir sa vie et devenir un homme et un père de famille accompli. Il va même jusqu'à devenir un patron très généreux, très gentil. Le patron qu'on voudrait tous avoir, de la transparence, de la bonne entente, de la générosité, enfin que du bon. Mais les gens n'ont qu'une chose en tête, profiter de lui. Et plus particulièrement ces tordures de Kenneth Reagan. Bref, reprenons. Ces 2 derniers jours, Nancy se faisait du souci pour son mari. Il ne répondait plus au téléphone et ses employés n'avaient plus aucune nouvelle de lui. C'est Kenneth Reagan lui-même qui s'est présenté à sa porte pour la rassurer. Il lui disait que son mari avait des soucis de téléphone et qu'il avait dû partir en urgence aux Pays-Bas, en lien avec l'accord qu'il s'apprêtait à conclure. Nancy ne l'avait pas cru sur parole, mais Kenneth va lui faire écouter un vocal qu'il avait forcé Amarjit à enregistrer. « Bonjour Nancy, pas de panique, je vais bien. Je reviendrai demain. » Nancy avait fondu en larmes, rassurée et soulagée par ces nouvelles. Mais la réalité était malheureusement tout autre. Le 15 février 2003, Kenneth et William pénètrent dans le domicile des Chowan. À partir de là, l'enquête ne dit pas si la famille a été kidnappée pour être emmenée ailleurs ou non. Mais l'acte commis est monstrueux. Les 2 hommes assassinent froidement Nancy Chowan, 24 ans, ainsi que sa maman Charanjit, 51 ans. Les 2 enfants aussi vont mourir. Ravinder, 18 mois, et Davinder, âgé seulement de 8 semaines. La famille Chowan vient d'être décimée, et tout ça pour de l'argent. Les corps de tous les membres de la famille sont cachés dans la camionnette de location. Ils seront ensuite emmenés chez Belinda Brewin dans quelques jours. Lundi 17 février 2003, une nouvelle semaine s'entame. Les employés de Cyber Freight se présentent à l'usine. Il est encore tôt. Ils s'étonnent de ne toujours pas avoir vu Amarjit, ni d'avoir eu de ses nouvelles. Mais la dernière personne à l'avoir vu, c'est Kenneth Reagan qui est là aujourd'hui. Il n'est pas tout seul et une femme se tient à ses côtés. Il demande à tous les ouvriers de se réunir, il a une annonce à faire. Je vous présente Belinda Brewin. Elle sera la nouvelle directrice de l'usine. J'ai ici un document signé qui atteste que Amarjit Chowan, l'ancien patron, a vendu son entreprise pour prendre sa retraite anticipée à l'étranger avec sa famille, en raison de problèmes de santé. Les employés étaient très étonnés de la nouvelle, mais il n'y avait rien à redire. Le document est officiel, et si Amarjit n'a même pas pris le temps de dire au revoir, c'est qu'il avait ses raisons. À aucun moment, quelqu'un aurait pu soupçonner un seul instant l'horrible malheur qui s'était abattu sur lui et toute sa famille. Kenneth va installer Belinda dans un bureau, avec un ordinateur et du travail à faire. Si le plan de Kenneth Reagan avait été parfait, cette histoire aurait pu se terminer ainsi. Mais heureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Le lendemain, Belinda se présente à nouveau à l'usine, mais au cours de la journée, elle ne va pas bien. Elle se sent mal et elle décide de rentrer chez elle pour se reposer. En arrivant sur place, c'est la stupéfaction. Des pelleteuses sont sur son terrain en train de faire des travaux. Belinda se précipite sur eux et se met à crier des injures. Les 2 hommes arrêtent les machines pour pouvoir discuter. Ce sont eux, William Hornsey et Peter Douglas, les acolytes de Kenneth. Tout de suite, elle ne les reconnaît pas. Kenneth arrive à ce moment-là, en plein milieu de la dispute. Elle comprend alors qu'il est à l'initiative de ses travaux. « Je pensais que ça te ferait plaisir », dit-il en pointant du doigt une énorme tranchée creusée par les pelleteuses. « C'est une fosse de drainage. Mais si tu veux la faire reboucher, je te conseille d'attendre l'été. » Belinda est en colère et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle aurait dû être consultée avant, mais elle est loin d'imaginer la terrible vérité que lui cachent les 3 hommes. Ce n'est pas une fosse de drainage qu'ils creusent, mais un cimetière de fortune. Pendant quelques semaines, plus personne ou presque ne va chercher à remettre en cause la légitimité du nouveau statut de l'entreprise. Et personne ne va chercher à savoir ce qu'il est advenu de la famille Chowan. L'explication de Kenneth a été manifestement suffisante. Personne ne semble s'interroger, ou plutôt si, une seule personne, Onkar Verma,
le frère de Nancy Shawan. Il vit à l'autre bout de la planète, en Nouvelle-Zélande. Il prenait régulièrement des nouvelles de sa sœur et de sa mère. Mais voilà que depuis quelque temps, il n'y a plus aucun signe de vie ni de l'une ni de l'autre. Pas même d'Amarjit, il est inquiet. Dans un premier temps, il a contacté la police anglaise qui n'a pas jugé l'affaire comme étant importante. Ensuite, Onkar s'est rendu à Londres en avion pour vérifier de lui-même ce qui était en train de se passer. Avant toute chose, il va au domicile des Shawan. Une fois là-bas, il entre. Et ce qu'il voit confirme ses inquiétudes. La maison est comme abandonnée. Tout a été laissé sur place, comme si toute la famille avait dû partir en catastrophe. Les jouets des enfants sont encore par terre et il y a de la nourriture sur la table. Onkar se met à paniquer, mais essaie de garder la tête froide. Peut-être avait-il eu une urgence et qu'ils étaient vraiment partis à l'étranger. Mais un détail attire ses yeux. Un détail très troublant qui lui provoque une vive émotion. Le petit livre saint de sa mère. Il est aussi resté là. Et ça, ce n'était pas normal. Sa mère l'avait en toutes circonstances sur elle, elle ne s'en séparait jamais. Quelque chose de très grave est arrivé ici, et c'était maintenant une certitude. Il prévient de nouveau la police, et leur explique tout ce qu'il venait de découvrir. Cette fois-ci, elle prend l'affaire plus au sérieux, et elle décide d'enquêter. 21 mars 2003, Kenneth Reagan continue de vivre sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais ce jour-là, un enquêteur, Andy Rowell, vient pour la première fois à l'usine. Et c'est lui qu'il veut voir, la dernière personne à avoir eu contact avec les Shawan. Lors de leur entretien, Kenneth explique à Andy que Amarjit cherchait depuis un moment à vendre son entreprise, et qu'il s'était mis dans des affaires douteuses. Très douteuse. Que le mieux pour lui finalement, c'était de disparaître, ce qu'il a fini par faire. Mais l'enquêteur n'est pas convaincu du récit. Avec un autre policier, il décide de se rendre chez la nouvelle directrice de l'usine, Belinda Brewin. Il l'informe de leur visite et Belinda en parle avec Kenneth. Lorsqu'il entend cette information, il se met dans un état de stress très intense. Il ne faut pas que la police aille chez elle, sinon le secret risquerait d'être découvert et ce serait la fin. Il ne voulait pas retourner en prison. Tout, mais pas ça. Alors il monte un nouveau plan. Il demande à un de ses deux associés d'appeler la police, en faisant croire que Amarjit Shawan a été vu quelque part. Le but est de les envoyer sur une fausse piste, le temps de trouver une solution pour déplacer les 5 corps du terrain de Belinda. Le piège fonctionne et la police annule sa visite. Le 20 avril 2003, alors que les policiers sont occupés ailleurs, Kenneth et ses associés reviennent sur le terrain de Belinda avec une pelleteuse. Ils vont prétexter niveler la voie et mettre du gravier tout autour de la maison. Elle n'y voit que du feu et les laisse faire. Ils se mettent à déterrer le plus rapidement possible les corps, pour les mettre de nouveau dans une camionnette afin de les transporter ailleurs. Mais les cadavres sont là depuis un moment déjà, et certains ont commencé à se décomposer. Il y a des débris organiques, mais aussi des lambeaux de vêtements. Dans leur précipitation, beaucoup de ces restes sont laissés sur place. Ils rebouchent le trou, puis prennent la route pour se rendre le plus vite possible au bord de la Manche. Ils se procurent un bateau à la hâte, puis emmènent les corps au large, loin des côtes. Là, ils s'en débarrassent en les jetant à l'eau. Ces hommes n'avaient aucune humanité. Ils étaient vraiment prêts à tout pour échapper à la police. Je les trouve répugnants. Plus je découvre les détails de cette affaire, plus ça m'énerve. Quelques jours plus tard, lorsque les enquêteurs comprennent que la piste qui leur a été communiquée ne mène nulle part, ils décident de retourner rendre visite à Belinda. Kenneth l'apprend et il décide de la convoquer le matin même dans son bureau. Il voulait la briefer sur ce qu'elle devait ou non leur raconter. Il insiste expressément sur un point. Si la police demande ce que faisait Kenneth sur son terrain, elle doit répondre qu'il s'occupait du système d'eau. Mais Belinda n'est pas dans la confidence de ce qui s'est passé. Elle ne comprend donc pas pourquoi Kenneth se met dans tous ses états pour ça. Je trouve ça complètement dingue de ne pas se poser des questions à ce stade. Soit elle est complètement naïve, soit elle se doute de certaines choses, mais elle décide de fermer les yeux. Lorsque la police arrive chez elle, l'entretien se passe bien. Si bien que tout le long de l'interrogatoire, rien d'anormal n'est constaté. Mais juste avant de se lever pour s'en aller, un des enquêteurs pose une dernière question. Une question simple mais qui va faire toute la différence. Rien ne vous a semblé bizarre ces derniers temps avec Kenneth Reagan? Et là, Belinda répond de façon très honnête. Ce matin, lorsque Kenneth m'a convoqué au bureau, c'était pour me parler de vous. Il voulait que je vous réponde quelque chose de très précis par rapport à ce qu'il faisait sur mon terrain. Je devais dire qu'il travaillait sur mon système d'eau. Et ce n'est pas le cas, madame? Non, il creusait plutôt une fosse de drainage. Les policiers se regardent et sans se dire un mot, ils se comprennent.
Il faut qu'ils aillent voir cette fosse de drainage. Tout de suite en partant, sur 2, ils appellent même des renforts. Des archéologues médico-légaux, des pathologistes, ça paraissait si évident. Il y a quelque chose là-dessous. 5 jours durant, des fouilles minutieuses sont effectuées. Mais évidemment, aucun corps n'est retrouvé. Cependant, les recherches ne sont pas inutiles pour autant. Il y a des indices. Des cheveux, des vêtements, des bijoux, tous ces objets sont envoyés au laboratoire afin d'être analysés. Quelques jours avant, dans la soirée du 22 avril exactement, un père et son fils étaient tous les deux partis faire du kayak dans la Manche, un moment privilégié de partage. Ils avaient décidé de le faire durer un peu et de s'éloigner un peu plus de la côte de ce qui était prévu. Mais alors qu'il regarde à l'horizon, le père distingue quelque chose qui flotte. Il y avait quelque chose à la surface de l'eau, quelque chose de très gros. Il se rapproche avec précaution et distingue ce qui ressemble à des pieds. Il venait de trouver un cadavre. Complètement imbibé, avec le visage dans l'eau, le père le hurle à son fils de retourner vers la côte et d'appeler les secours. 3 heures durant, ce même père a dû attendre leur arrivée. 3 heures dans la pénombre, le silence, à veiller sur le corps gonflé d'eau, flottant à côté de lui. Cette expérience le marquera probablement à vie. Les secours arrivent enfin en bateau, et le corps est récupéré pour être envoyé dans une morgue tout proche. Près d'une semaine plus tard, le 29 avril 2003, il est identifié. C'est Amarjit Chauhan. Son corps et ses poumons sont gorgés d'eau. Son sang, lui, saturé de GHB. Kenneth Reagan et William Hornsey réalisent que la police gagne du terrain. Peu à peu, l'étau se referme et la pression devient trop forte. Ils décident de fuir vers la France en ferry, puis en Espagne. Le troisième complice, Peter Douglas, décide aussi de se cacher. Contrairement à son acolyte, il ne s'est pas remis de la brutalité avec laquelle Kenneth Reagan a assassiné toute la famille Chauhan. Surtout, il pense aux enfants, c'était des bébés, et ils ont été froidement abattus, tout ça pour du fric. Ses limites semblent avoir été dépassées ce jour-là. Il se rend dans une pension de colocataires près de Colford, à 3 heures de Londres. Il est seul, et la peur comme la culpabilité le ronge. Un jour, n'en pouvant plus, il se confie à une habitante de la pension, Wendy Paul. Il raconte qu'il est impliqué dans une affaire de meurtre et que des enfants sont morts. Il dit qu'il est recherché mais qu'il n'a tué personne. Wendy le regarde avec des yeux très inquiets et elle lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été tué ?» Et Peter lui répond « C'était Reagan, c'est un psychopathe. Il leur a tiré dessus, il les a tous tués. » Après ces déclarations, Wendy savait ce qu'elle avait à faire. À peine quelques jours plus tard, le 14 mai, et après exactement 12 jours de cavale, Peter Douglas est arrêté par la police britannique dans un pub voisin. Malgré ses confessions faites à Wendy Paul, il ne dira rien à la police. 2 mois plus tard, le 15 juillet 2003, un nouveau corps est découvert par des pêcheurs au large de l'île de White. C'est celui de Nancy Chauhan, et à partir de là, une suite d'événements s'opère. Le 2 août, Kenneth Reagan est retrouvé, puis arrêté dans un camping à Gand, au nord de la Belgique. 1 mois plus tard, le 2 septembre, William Hornsey n'en pouvait plus de vivre seul en cavale. Il décide de rentrer au Royaume-Uni pour se rendre à la police. Le 7 septembre, un nouveau corps s'échoue sur l'île de White. Il s'agit de la mère de Nancy, Charanjit Kaur. Les 3 hommes sont enfin réunis et remis aux mains de la justice. Mais il y avait un problème. Aucun d'entre eux n'avoue quoi que ce soit. Ils gardent le silence en espérant peut-être s'en tirer à meilleur compte. Les corps étant très endommagés par la mer, il n'y avait aucune trace de l'ADN des agresseurs. Grâce au retraçage des téléphones de Reagan et Amarjit, une perquisition est faite dans le domicile du père de Kenneth Reagan. C'était exactement à Forge Close, où les policiers soupçonnent qu'Amarjit a été enlevé et torturé. Mais là encore, Kenneth Reagan avait tout prévu. Tout a été minutieusement nettoyé, la moquette changée, les meubles aussi. Plus aucune trace n'est visible, même avec des analyses poussées. Bref, la police manque cruellement de preuves concrètes. Pourtant, tout indique que Kenneth Reagan et ses complices sont les principaux suspects, et de loin. Alors comment faire pour avancer dans cette affaire? La police était en train de stagner. Durant plusieurs mois, tous les indices sont passés au peigne fin. C'était un véritable puzzle pour les enquêteurs. Un puzzle frustrant auquel il manque une seule pièce. Celle qui permettra d'enfin rendre justice à toute la famille Chauhan. Un jour, la police contacte à nouveau la morgue où est entreposé le corps d'Amarjit. Le corps est nu et les vêtements ont été entreposés dans des sacs plastiques scellés. Ils font la demande à ce que l'on renvoie ces vêtements, même les plus insignifiants, comme les lambeaux de pantalon par exemple. Ils doivent eux aussi être analysés de nouveau. Lors de cette réinspection, un des agents ouvre la pochette qui contient les chaussettes d'Amarjit. Rien de particulier à première vue. Elles sont noires grisâtres et délavées. L'agent décide machinalement de les retourner afin de vérifier leur contenu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que personne en près de 8 mois n'avait songé à le faire.
Cette banale vérification allait pourtant faire toute la différence. Dans l'une des chaussettes, un petit papier plié en 5 tombe sur la table. Il semble très fragile. Avec des gants, l'agent l'ouvre avec d'infinies précautions. Le papier se décompose par endroits et l'encre a partiellement disparu. Mais le fait qu'il a été autant plié l'a suffisamment protégé pour le lire. C'est une lettre postale, un genre de publicité. Il n'y a a priori rien d'intéressant ni de particulier dans son contenu. L'homme regarde alors le petit encadré en haut à droite qui contient l'adresse. L'agent n'en croit pas ses yeux. Datée du 12 février 2003, elle est destinée à Kenneth Reagan, à Forge Close, dans le Wiltshire. Et elle se trouvait ici, dans la chaussette de Amarjit. Il avait dû cacher cette lettre pendant sa captivité. La dernière pièce du puzzle de cette histoire venait d'apparaître sous ses yeux. Le pire, c'est qu'elle avait toujours été là, attendant d'être découverte. Amarjit Chauhan, grâce à sa vivacité d'esprit et sentant probablement sa mort arriver, avait sans le savoir apporté la pièce maîtresse de toute cette enquête. Jusqu'ici, tous les éléments incriminaient Kenneth Reagan et ses complices. Ils étaient même placés sous haute surveillance pour ça. Mais aucune preuve concrète ne permettait de les écrouer. Ils le savaient très bien et ils gardaient tous le silence. Mais enfin, ces longs mois de recherche sont terminés. La justice va être enfin rendue pour Amarjit, Nancy, Charanjit, Davinder et Ravinder. Tel un trésor précieux, le morceau de papier décomposé et photographié est placé en pièces à conviction. Le 5 juillet 2005, près de 9 mois après l'ouverture du procès au palais de justice d'Old Bailey au centre de Londres, le verdict tombe. Kenneth Reagan et William Rancy, pour avoir assassiné les 4 membres de la famille Chauhan et Charanjit Kaur, sont condamnés à 5 peines de prison à perpétuité. Peter Douglas, pour complicité de 5 meurtres et d'enlèvements, est condamné à 23 ans de prison. Après toute cette histoire, Onkar Verma, le frère de Nancy, est retourné en Nouvelle-Zélande. Il n'aura jamais rencontré les enfants de sa sœur, mais il a pu visionner certaines vidéos retrouvées dans le domicile des Chauhan. Des vidéos où on peut voir le quotidien paisible de toute la famille. Tout le monde y affiche un grand sourire et ils ont l'air très heureux. Ces moments, même s'il ne les a pas vécus, resteront toujours gravés dans sa mémoire. Voici quelques-uns de ses mots, alors qu'il était filmé dans le cadre d'une interview. Grâce à ces vidéos, j'ai pu voir à quel point Nancy était heureuse avec Amarjit. Vous savez, elle a eu beaucoup de chance de les rencontrer. Toutes les fois où je ferme les yeux, je peux voir Nancy sourire. Comme si de rien n'était. Elle est toujours là, et elle attend que je vienne. Concernant les corps des enfants, Davinder et Ravinder, ils n'ont jamais été retrouvés. Ainsi se termine l'histoire d'Amarjit Chauhan. À travers cette vidéo, j'ai essayé au maximum de vous faire vivre des passages de sa vie. On se rende bien compte de la situation ainsi que la gravité de l'affaire. Ici, on a un mélange de ce qu'il y a de plus sombre chez l'être humain. On fait face à des vices qui poussent certains individus à commettre des choses extrêmes. Des gens jaloux, envieux et qui ont soif d'argent, qui prêtent plus d'attention au matériel et qui délaissent toute humanité. Ça fait partie des pires personnes. Malheureusement, Amarjit Chauhan et sa famille ont été la cible de ce genre d'individus. Puissent-ils reposer en paix? Surtout ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé, bordel. Cette histoire nous rappelle que l'être humain est si mauvais, ça fait peur. Dans cette affaire, ce qui est très choquant, c'est la réduction de peine de Kenneth Reagan, le meurtrier. Souvenez-vous de son passé, quand il devait purger au moins 20 ans de prison pour trafic d'héroïne. Eh bien, tout commence à partir de là. Ici, on peut en vouloir aux autorités d'avoir libéré trop facilement cet homme en échange d'informations. La police était consciente à quel point il était sombre, surtout après un passé aussi lourd. Je pense qu'il aurait dû être surveillé, chose qui n'a pas été faite. Et au final, en le laissant libre sans aucune surveillance, il va tomber dans son vice le plus sombre. Gagner de l'argent, et ce peu importe la façon. J'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin et il est temps pour nous de nous quitter. Si tu es encore là, je vais te poser une question et tu me répondras sur mon Insta Mogota Sama. Quelle est la plus grosse connerie que tu aies faite dans ta vie? J'attends vos messages et on pourra échanger là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, c'était Mogota.